là-haut dans le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, des gens vivent tout comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus pour créer la vie sur notre terre. Et le premier homme qu'ils ont fait, ils se sont mis à l'aimer. Tout là-haut dans le ciel. Bonsoir, je suis Aurélie. Je suis un robot, je fais partie de l'équipe de Tout là-haut dans le ciel. Je vous rappelle que le thème mensuel abordé dans cette émission vous est présenté en 3 épisodes, les 2e, 3e et 4e samedis du mois. Ce mois de mars, l'héritage des Elohim aborde l'héritage patrimonial et sociétal, le partage et la redistribution. 3 thèmes d'actualité. Nous avons abordé dans le premier épisode la forme la mieux adaptée de l'héritage que nous ont préconisé les Elohim, avec 2 approches. Celle qui concerne l'individu, son patrimoine et ses héritiers, succession héréditaire, la maison familiale aux héritiers, le patrimoine autre à la collectivité, c'est-à-dire à l'État. Celle du patrimoine sociétal transféré à la collectivité, géré par l'État, accessible pour les instruments productifs par contrat de 7 fois 7 ans. Doit-on refondre constitutionnellement ce principe de l'héritage? Nous allons aborder maintenant le 2e épisode de l'héritage des Elohim, touchant un autre axe sociétal délicat, le partage de la production du patrimoine collectif. Le prochain de ces 3 épisodes que nous aborderons en finale du cycle de ce mois, sera la redistribution mondiale. Commençons. Eh bien, bonjour aux nouveaux arrivants. Il y a des gens qui arrivent, des internautes. Bienvenue sur cette plateforme où effectivement, comme Marilyn nous l'a annoncé dans l'épisode précédent, eh bien, nous allons aborder maintenant un sujet aussi passionnant, aussi particulier, aussi plein je dirais, de vie. C'est la notion de partage. Comment ce patrimoine que nous avons accumulé au niveau de la société va être du moins partagé entre nous. La redistribution, on en parlera en 3e épisode, mais c'est davantage en fait tout ce qui est autour de nous, tout ce que nous avons rassemblé, notre patrimoine. Il a une raison d'être, c'est d'être profitable pour tous. Alors on va laisser donc la parole aussi à Marilyn, hein, qui va nous rappeler avec qui nous sommes ce soir. Oui, alors nous sommes avec Jarel, qui est guide évêque raélien et ingénieur, et Kamanda, guide raélien et également ingénieur. Donc, comme disait Jean-Pierre dans cet épisode 2, sur l'héritage des Elohim, nous allons parler du partage, qui est un des éléments importants de la société. Alors, j'ai une première question, peut-être pour Jarel. Est-ce que le partage tel qu'on le voit actuellement, donc tu as parlé de l'épisode 1 que tout le monde peut revoir sur Tout là-haut dans le ciel, tu as parlé de l'héritage, l'inégalité de l'héritage, etc. Mais en ce qui concerne le partage, est-ce que c'est ce qui se passe sur la planète, c'est satisfaisant ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres niveaux de partage que l'héritage? Et voilà, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Comment ça se passe? En ce moment, sur la planète, c'est plutôt le contraire du partage, c'est la course à l'accumulation. Il faut faire la course pour s'accaparer les ressources, sinon c'est ton voisin qui va les prendre. Alors c'est la compétition entre pays, c'est la compétition entre les peuples et entre les gens, même entre les familles. On a peut-être parlé pour l'héritage du problème. On aurait pu parler du problème que ça crée dans les familles, les problèmes d'héritage. Bon, alors c'est la compétition parce que on vivait dans une société où il y avait pas assez pour tout le monde. Donc il fallait se battre pour avoir sa part. Et puis maintenant, avec cette technologie fantastique,
on est capable de produire, mais beaucoup plus qu'avant, mais beaucoup plus, même suffisamment pour tout le monde. On est même beaucoup plus que suffisamment pour tout le monde. Mais voilà, on n'est pas capable de le distribuer, de le partager. C'est incroyable. On a un système toujours basé sur la compétition, alors qu'on est capable de produire, de faire des machines. Ça irait très vite de construire un monde où il y aurait plus de faim, il y aurait pas de sans-abri, il y aurait pas de personnes qui meurent seules dans des hôpitaux, parce que on pourrait transformer cette planète en un paradis très vite si on se met à partager, à distribuer la production de façon équitable. Donc, c'est ce partage, bien sûr, ça sera la solution qui va nous amener le paradisme, c'est cette société paradisiaque dans laquelle on n'aura pas besoin de travailler, on n'aura pas besoin d'utiliser de l'argent parce que tout va devenir gratuit et on ne fera que ce qu'on aura envie de faire. C'est ça un peu la définition du paradis. C'est un endroit où on ne fait que ce qu'on a envie de faire et on partage tout. Alors, on a lancé un sondage et Evelyne va nous en parler. Merci Marilyn. Oui, effectivement, un sondage où j'ai pu rencontrer donc plusieurs personnes pour avoir leur avis sur notre sujet. Plutôt que d'en parler, je vous laisse les regarder et vous verrez Marianne et François qui témoignent. À très vite. À la base, on est peut-être plutôt orienté vers le partage. L'enfant tout petit est sans doute plus enclin à partager avec ses camarades qu'à devenir leur rival. Et donc tout est beaucoup une question d'éducation, de parents qui souhaitent que leur enfant soit toujours le meilleur, qu'il ait les meilleurs résultats que le voisin. Ça se voit d'ailleurs dans tous les domaines, la rivalité, on veut toujours avoir plus que le voisin, une voiture plus jolie, une plus jolie maison, plus grande. Et donc je pense que tout ce qui est avant tout le domaine médical et scientifique, technologique aussi, mais moi je suis plus sensible à ce qui est médical, devrait être partagé, devrait équitablement, enfin devrait être accessible à tous, c'est mieux dit. Pour qu'il n'existe plus, comme c'est le cas dans certains pays, que certains vendent des organes pour pouvoir subsister en n'ayant plus justement cet organe. J'ai aussi connu un pays où des femmes vendaient leur corps pour accéder à des soins parfois de base, parfois des soins plus esthétiques qui n'étaient absolument pas pris en charge dans leur pays et pour lesquels elles n'avaient pas les moyens. Donc, au même titre que les biens matériels, tout ce qui est santé, soins, chirurgie, technologie devrait être partagé et les esprits devraient être orientés vers, pas vers une compétition, mais vers une sensibilisation au bien-être de tous. J'aurais tendance à dire que on est maître de son destin. Et donc, partager ou compétition, je veux dire, on le choisit comme on le souhaite. Moi, à titre personnel, j'ai un temps où je partage et j'ai un temps où je suis plus dans la compétition, dans le dépassement de soi-même. Je pense que ce qui fait avancer aussi les gens, c'est quand on a envie de se dépasser dans des domaines qui peuvent être différents, mais on a envie de se dépasser. Et je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Il faut peut-être les compléter ou peut-être inciter peut-être à plus de compréhension. Aujourd'hui, c'est clair, le monde va vers une compétitivité économique. Et là, je pense qu'on est dans des abus. Parce que là, on privilégie la compétitivité économique au détriment du bien-être des gens. Et je pense que là, il y aurait une réorientation pour prendre plus en considération le bonheur des gens. Au niveau de la société,
De quel avantage et de quel bienfait l'humanité pourrait-elle bénéficier si toutes les découvertes dont tu parlais tout à l'heure étaient échangées et partagées équitablement à tous les peuples plutôt que d'être captées par les finances? Eh bien déjà, on n'aurait pas tous ces peuples qui sont complètement démunis, qui vivent dans une grande pauvreté, avec des moyens, des outils et des moyens archaïques. Et on leur donnerait à chacun la possibilité d'évoluer à leur rythme, mais avec les moyens mis à leur disposition pour le faire. Parce que je suis convaincue que dans la tête de tous, que dans chaque pays, il y a des cerveaux qui ont certaines facultés, certaines idées, certaines capacités, mais qu'on ne leur donne pas les moyens de les mettre en pratique et de les mettre justement, à disposition du bien de tous. Donc pour toi, la technologie ou toutes ces avancées doivent être... Ça devrait être étendu à tout le monde et pas être réservé à ceux qui ont les moyens de se les payer. De quel avantage et de quel bienfait l'humanité pourrait-elle bénéficier si toutes les découvertes étaient échangées et partagées équitablement à tous les peuples plutôt que d'être captées par la finance? Je pense que c'est pas toujours capté par la finance. C'est pas toujours le cas. Après, des découvertes, il y en a dans différents aspects. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est très financière. Et comme je le disais dans la question d'avant, je pense qu'il y a une réorientation à faire. Mais abandonner le système de la valorisation d'une idée ou d'une découverte, que quelqu'un qui travaille dur, qui a cette compétence, qui a cette ingéniosité, qui la mette directement au service des autres sans en avoir à un moment donné un bénéfice, je trouve aussi que c'est une façon un peu illégitime, et il ne faut pas non plus encourager les feignants. Parce que quand tout est partagé, tout est dû, ça encourage, ça empêche les gens qui ont envie de créer, ou ça les limite, ou ils en retirent pas une partie des fruits, parce que je pense que chacun mérite un certain degré de mérite. Peut-être que des fois c'est mal fait, mais je veux dire, chacun, quand il fait quelque chose, peut en retirer les fruits. Mais et à contrario, quelqu'un qui vit toujours au détriment des autres, parce que il fait rien. Donc je vois pas pourquoi on serait à l'égalité sur ce plan-là. On touche quelque chose là de sensible, la notion donc de partage, et comme le dit ce témoin, donc François, la peur un petit peu de ne pas bénéficier de ce que l'on a fait, pourquoi partager? Et il y a un scientifique qui, à une certaine époque, a étudié les besoins, les envies en fait des humains. C'est Maslow, qui parle donc de au moins 5 niveaux de reconnaissance, de besoins. Cette société de partage, qu'en est-il, Jarel? Qu'est-ce que tu vois au niveau donc de cette société qui a produit des quantités de choses comme ça, et qui maintenant, tu le disais tout à l'heure, va amener naturellement le partage, et il y a des gens qui apportent, puis il y en a d'autres qui n'apportent pas apparemment. Je suis pas tout à fait d'accord avec François, mais qu'en penses-tu? Et tu sais, on est feignant parce que ce qu'on doit faire, on n'a pas envie de le faire. Si on te dit de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, tu vas pas mettre beaucoup d'énergie. Par contre, on n'est jamais feignant quand on aime, quand on fait des choses qu'on aime. Et on a tous des choses qu'on aime faire. Et il faut que la société s'organise pour que les gens ne fassent que ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est comme ça qu'ils vont contribuer le plus à la société, en faisant que ce qu'ils ont envie de faire. Parce qu'on a tous quelque chose en nous, un potentiel qu'on cherche à exprimer, et qui va permettre à l'ensemble de la communauté, à l'ensemble de l'humanité, de ce grand corps l'humanité, on va apporter notre contribution à ce grand corps de l'humanité. Tu sais, nous sommes comme une petite cellule d'un grand corps qu'on appelle l'humanité, et comme les cellules de notre corps,
eh bien, elles font, si on leur dit de faire autre chose que ce qu'elles ont envie de faire, bien, elles se sentent mal et elles vont se suicider, elles vont s'autodétruire en fait. Et par contre, si on met tout en place pour qu'elles puissent s'exprimer, eh bien, elles vont contribuer au grand corps, à l'ensemble du corps. Eh bien, nous sommes des petites cellules de l'humanité, et il faut que nous organisions la société pour que tout le monde fasse ce qu'ils ont envie de faire. Et là, tu verras qu'il y aura très peu de feignants. Et toi, Kamunda? Non, moi je pense que tout part d'une idéologie fausse qui est vraiment ancrée dans la conscience collective, et cette idéologie-là qui a défini l'économie comme la gestion des ressources rares. Et c'est cette idéologie qu'aujourd'hui est dans la conscience collective. Donc, dès le moment où on parle de gestion de ressources rares, les gens, effectivement, si les ressources sont rares, partager quelque chose qui est rare, c'est difficile, hein, Marilyn. Parce que si les ressources sont rares, hein, on met 3 bouteilles d'eau et qu'il faut partager avec plusieurs personnes, là, c'est difficile. Et c'est cette idéologie-là que les gens ont quand ils parlent de c'est difficile de partager. Mais on ne parle plus de difficulté de partage quand on est dans une société d'abondance. Parce qu'on est dans une société d'abondance. Je produis en quantité et en masse grâce à la robotisation. Dans ce cas-là, la notion de partage ne se pose plus. Mais comme j'ai dit là, dans la conscience collective aujourd'hui des personnes, nous avons des ressources tellement rares qu'aujourd'hui, j'ai du mal à partager ces ressources-là. Parce que, à moins que j'ai des valeurs philosophiques qui peut-être me poussent à partager, mais je ne pourrais pas véritablement partager parce que je suis limité dans les ressources. Donc, c'est cette idéologie-là qui est encore gravée comme j'ai dit là, dans la conscience collective. C'est cette idéologie-là que nous devons combattre. Sur la notion de partage ne se pose pas. Et comme on le dit, hein, j'ai pas envie de faire des proverbes africains encore, qu'on a rien, c'est plus facile à partager. Parce que tu n'as pas grand chose. Et tu n'as rien à perdre. Mais je comprends pour des sociétés, je comprends la réflexion de celui qui, dans l'interview, pour des sociétés qui ont bâti, ce que je dis, qui ont bâti des efforts, parce qu'il ne faut pas qu'on se cache, qui ont bâti des efforts, qui ont lutté pour construire quelque chose aujourd'hui, ils ne voient pas aujourd'hui le bien fondé de partager. Mais comme j'ai dit là, avec ces technologies qui vont avoir ces technologies d'abondance, la robotisation qui est à nos portes, le partage va se faire de façon naturelle dans une société d'abondance. Maintenant, comment va se faire cette transition-là? Là, maintenant, c'est la question. Comment se fait cette transition de cette société dans laquelle nous sommes aujourd'hui à cette société d'abondance? Parce qu'aujourd'hui, tout n'est pas robotisé. Ça, c'est le constat. Tout n'est pas encore robotisé. Tout n'est pas encore robotisé. Donc, il y a certaines ressources que nous gérons de façon, et comment amener les gens à partager. Là, c'est vraiment un changement d'idéologie. Un changement d'idéologie. Il faut que les gens reconfigurent leur manière de voir la société. Et c'est vraiment comment se fait ce changement idéologique là. Et je pense que c'est à travers ces types de missions, à travers tout ce que vous avez fait pendant des années sur cette émission, ce que le maître est en train de faire, ce que nous sommes en train de construire là, nous sommes en train de modifier la conscience collective à travers les actions que nous sommes en train de mener. Voilà, c'est ce que je peux dire sur ça. On va en reparler tout à l'heure. On va d'abord regarder une première vidéo de Raël qui nous présente un état des lieux du fonctionnement du partage actuel sur la planète. I was reading newspaper from 1950 on internet. We must work hard. There is a lot of money problem. There is economic crisis. Crisis is a medical term, okay? Crisis, definition of dictionary, is something short and strong.
The opposite of crisis is something which become chronic. でもその危機、私が出している危機というのは慢性的なもの危機になっているわけで It す。 stay forever. もう永遠にそういうとどまっているわけです。 There is no economic crisis. 経済危機っていうのはもうないんです。 But the government tell you. でも政府はそれを言ってるわけです。 They justify their incapacity to govern by saying it's an economic crisis. もう彼の政治力に対する政治力なさを弁護している言葉になります。 Read on internet インターネットを読んでみてください。 the news from 1950, 1950年のニュースを front page only, huh? その最初のページだけ、見出しだけ、 1960, 1960年の、 1980, 80年の、 same shit. それも同じクソなんです。 So, but people believe, yes, with economic crisis, there is no employment, there is a problem of money. It's lies. でも人々はそれを信じてるんですね。経済危機や失業やお金問題であると信じてるんです。 Illusions. 幻想です。 0.001% of people own 50% of everything on earth. 1.001% の人たちがですね、90% の世界のお金を所有しているわけです。 And their wealth is increasing every year. そして彼らの富はですね、毎年上がっています。 Economic crisis? それで経済危機ですか？ When you have more and more billionaires? もっと億万長者ができているのに、 If we had an economic crisis, everybody will be homeless. もし経済危機が来たらですね、みんながホームレスになるんです。 Poor people are more poor, yes. もう貧しい人たちはもちろん貧しい、もっと貧しくなります。 But rich people are more and more rich. でも金持ちの人たちはもっともっとお金持ちになっているわけです。 But they want you to believe that there is economic crisis. でも皆さんにみんなに経済危機だと信じ込まれてるんです。 You calculate hardly how you will feed your children, そうすると子供たちどうやって食べさせようかっていうふうに計算するんですね。 they calculate which color will be their next Rolls Royce. 彼らはそのお金持ちの人たちはその自分の子供たちに働かせるんですよ。どうやって食べさせるか、ロースロイスの色はどれにするかということなんて考えてるわけです。 Very different question. 全く違う質問を彼らは持っているわけです。 How will we eat next month? 次の月は何を食べようかなって。 Which color will be my next car? ですね、次の車の色は何でしょうか。 Illusions. 幻想です。 There is no lack of money. お金が足りないということはないんです。 There is no lack of food. 食べ物が足りないということがないんです。 We throw every day millions of tons of food. 何百万トンの食べ物を毎日私たちは捨てています。 But African people, some African people, have nothing to eat. でもアフリカのある人たちはもう何も食べ物がないんですね。 It's just a question of organization. これはただのこの組織力の問題なんです。 There is enough food on earth to feed everybody. 地上では十分な食べ物があって、全ての人たちを食べさせることができるんです。 Even 2 times more people than we have. 私たちの人口が2倍の人たちがいても食べれるんです。 But rich people でもお金持ちの人たちは destroy what is the food which is available. もう食べることができる食べ物をですね、もう壊してながら、 Last week 捨てながら、 in France, they destroyed 100 tons of tomatoes. フランスで先週ですね、100トンのトマトを捨てたんです。 Farmers. 農家の人たちがですね、 Why? なぜですか？ Because the price of tomatoes was going down. なぜならトマトの価格がですね、 So to keep the price high, they destroyed it. そのトマトの価格を維持するために捨てるんです。 And African children are starving to death. で、アフリカの友達、その子供たちはですね、食べ物がなくてもう死んでいっています。 No newspaper talk about it. それについて Comment pouvons-nous, là, aujourd'hui, concrètement, motiver, comment pouvons-nous, aujourd'hui, mettre en œuvre quelque chose qui est cette
ce partage, concrètement, quels sont les outils que l'on pourrait mettre en place? Qu'est-ce que nous proposent les Elohim, justement, sur cette solution à mettre en place au plus tôt? Parce qu'on voit, comme tu le disais tout à l'heure dans tes graphiques, on va vers quelque chose, Jarel, qui grimpe toujours pour les mêmes personnes, et pas trop pour l'ensemble de la population. Les Elohim nous proposent des choses dans le paradisme. Toi, tu es responsable donc du paradisme. Il y a des orientations qui sont à prendre, il y a des étapes à prendre. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cela? Oui, partager. Il y a le paradisme. Dans le paradisme, on introduit un système de location. C'est-à-dire qu'on va plus avoir de propriété privée, mais on va louer les choses qu'on a besoin. On va remplacer la propriété privée par l'usage. C'est-à-dire que on ne possède, par exemple, si j'utilise une voiture, bien tant que je l'utilise, bien j'en suis responsable, je suis le gardien de cette voiture. À partir du moment où je la gare et que je l'utilise plus, bien quelqu'un d'autre pourrait l'utiliser. Et puis ça sera comme ça pour tout, puisque on va supprimer progressivement, mais ça va se faire comme ça, en mettant des choses gratuitement sur le marché. On va partager tout, les voitures, les transports, tout va devenir gratuit. Et on parlait des tomates, Raël parlait des tomates, le prix des tomates qui s'effondre parce que l'abondance qui arrive, ça fait effondrer les prix. Eh bien, quand tu effondres les prix, tout va devenir gratuit, tu vas plus avoir besoin de posséder. Et ce système de location est extraordinaire parce que c'est un petit peu, ça fait un petit peu la transition entre ça va créer une économie mixte entre le capitalisme et le communisme. C'est pas tout à fait du communisme et c'est pas du capitalisme. En fait, ça serait on va transformer en fait la société. On va être tous des rentiers. Le capitalisme, c'est fait pour les rentiers. Il faut devenir avoir du capital pour devenir rentier et ne plus travailler. Eh bien, au lieu que ça soit le 10% ou le 1% qui ne travaille pas et qui profite des rentes et puis qui vit comme dans un paradis, eh bien, on veut que ça soit toute la société qui devienne rentier. Le communisme, c'est tout le monde devient travailleur et puis il y a une classe et on nivelle tout par le bas. Et le paradisme, c'est on peut s'arranger pour que tout le monde devienne des rentiers et puis on n'a plus besoin de travailler. Et mais on utilise les mêmes principes que du communisme en collectivisant les moyens de production. En collectivisant les moyens de production, quand ça appartient à la communauté, eh bien ça peut être gratuit. Et quand c'est gratuit, bien on partage tout, puisqu'on n'a pas besoin de posséder. Voilà, donc ce système de location va permettre d'accéder aux choses. On loue tant qu'on en a besoin, et puis quand on n'a plus besoin, bien ça retourne à la communauté. Là, tu parles donc effectivement tant que l'argent existe. Hein, c'est ce qui va se produire tant que l'argent existe. Les découvertes, parce qu'il faut aussi parler donc de ce travail de découverte des sciences, de la technologie, de tout ce qui va se développer. Aujourd'hui, tout se passe avec des brevets, avec des choses qu'on achète, hein, et que la communauté donc peut s'offrir ou ne peut pas s'offrir. Il y a des pays aujourd'hui, par exemple, qui ne peuvent pas s'offrir certains brevets parce qu'ils n'ont pas la possibilité, donc ils ne peuvent pas mettre des entreprises et autres au service de leur peuple à cause de cela. On est dans ce monde d'argent, mais effectivement, ce que tu évoquais avec la notion de technologie, de robotique et autres, à un moment donné, quand tout le monde aura son poste de travail, si je comprends bien, qui sera pris par des robots, il n'y a plus de travailleurs, donc il ne peut plus y avoir d'argent. Oui, mais tout sera une des choses qu'il faudra mettre en œuvre, c'est supprimer la propriété intellectuelle, les brevets, tout ça, toi. Il faut partager nos créations. Et ça commence à se faire avec le mouvement open
open source, open Open source, hardware, oui. mais c'est des mouvements paradis. C'est les premiers mouvements paradis qui amènent ces sociétés où on partage notre création par amour pour la communauté. Alors, on va partager les richesses, mais qu'est-ce qui produit les richesses? C'est aussi nos idées. On va partager nos idées. Et on n'aura pas aussi besoin d'argent parce que la société va de plus en plus introduire comme un revenu minimum, introduire le confort minimum, un bien-être minimum à toute la société, puisque en collectivisant les moyens de production, c'est la communauté qui va devenir rentier, qui va être les rentiers. Donc c'est toute la communauté, c'est pas seulement le 1%, c'est toute la communauté qui va s'enrichir et qui va pouvoir redistribuer là où il y en a besoin. Donc on n'aura plus besoin cette peur de survie et de manquer, et ça va changer tout, parce que là on va pouvoir donner ses idées, partager ses idées et faire profiter toute la communauté. Ça va se faire très vite. Supprimer la propriété intellectuelle, tu fais une loi et puis ça y est, du jour au lendemain, il n'y a plus de patente, il n'y a plus de licence, il n'y a plus rien, on se partage tout. Et chacun, et puis ça va amener un dynamisme dans la création, parce que si on partage les idées, eh bien, quand on a plusieurs à partager ces idées, eh bien, on multiplie les créations. Il y a une synergie qui se produit. Et oui, on le voit très bien avec ce que tu évoquais tout à l'heure, l'open source, où chacun amène dans la construction des logiciels informatiques, chaque expérimentateur amène sa touche et fait que un produit qui aurait été limité à quelques fonctions, d'un seul coup se développe avec des quantités de fonctions qu'on n'avait pas imaginées ici et là, quoi. Exactement, et c'est beaucoup plus performant, c'est beaucoup plus efficace et performant que des créations du privé qui sont toujours limitées. Donc, et en plus c'est gratuit, tu vois, c'est gratuit, c'est ça. Et tout le monde apporte sa contribution. Ça va se passer comme ça. Ça commence avec le software, mais ça va se faire pour tout. Kamanda, de ton côté, comment tu vois ça aussi, toi? Effectivement, hein, il y a plein de, pour emboîter le pas, il y a des technologies qui du fait du non-partage, crée vraiment un grand déficit. Et par exemple aussi le cas des semences hybrides qui ont été développées par des entreprises agroalimentaires, donc ce qui fait qu'il y a certains pays pauvres qui n'ont pas accès à des semences de qualité. Donc tout ça c'est vraiment dommageable, hein, qu'aujourd'hui avec le progrès technique qu'on a aujourd'hui, on n'arrive pas à partager. Mais moi je pense que un des éléments déclencheurs à la mise en œuvre de tout ce que nous sommes en train de dire, c'est d'avoir un gouvernement mondial. Voilà, parce que si chacun, à son niveau, essaie de regarder dans comme on dit chez nous, dans son assiette, ce sera difficile de mettre en place toutes ces réformes-là. Donc, très vite, j'espère qu'après cette crise que nous sommes en train de traverser, là, bon, vous pouvez dire c'est pas une crise, ce que nous sommes en train de traverser, là, il y aura très vite, très rapidement, un gouvernement mondial qui se mette en place. Voilà, parce que tel qu'on va, si on fonctionne de façon OCDE, les pays de la triade, les pays du tiers-monde, les pays développés, et chacun à son niveau essaie plus ou moins de développer des choses, ces notions de partage, de tout ce que nous prenons sera difficile à mettre en place. Donc moi je pense que un des événements aussi déclencheurs, ce sera la mise très rapidement d'un gouvernement mondial, comme c'était stipulé dans les livres de Maitreya. Donc ce gouvernement mondial avec élément premier, comme c'est dit dans les 5 piliers du paradis, l'homme au centre des préoccupations. Donc, mettre l'homme au centre des préoccupations, absolument. Voilà. Donc, c'est ce gouvernement mondial-là, mettons l'homme au centre des préoccupations. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, actuellement, le système qui est en place actuellement, quand on prône, je vois dans les différents contacts que je peux avoir, la notion donc de gouvernement mondial hérisse les poils parce que les gens ont une trouille monumentale au vu de ce qui est en train de se produire actuellement et des gouvernements mondiaux qui sont proposés, qui sont davantage affairistes. Oui. Non, parce que les gens confondent le contenu et le contenant. C'est-à-dire que le gouvernement mondial, l'idée du gouvernement mondial est une bonne chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dedans? Quels sont ceux qui vont piloter ce gouvernement mondial, là, c'est autre chose. Mais sinon, l'idée d'avoir un gouvernement mondial, non, c'est une très bonne idée, mais quitte maintenant du choix des personnes qui vont
maintenant diriger qui vont peut-être gouverner, qui vont peut-être faire partie de ce gouvernement mondial, là, c'est autre chose. Mais de faire de telle sorte de pousser notre humanité à aller vers ce gouvernement mondial qui est pour moi l'élément déclencheur. Oui, c'est important là de bien faire la différence parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont effrayés par cette idée de gouvernement mondial, mais on ne peut pas l'éviter. Ça fait partie de la solution. Les problèmes que l'on a à résoudre aujourd'hui, ce sont des problèmes planétaires. Il faut les résoudre au niveau de la planète. Il faut redistribuer aussi au niveau de la planète. Donc, pour avoir une monnaie mondiale, c'est aussi très important. Il nous faut un gouvernement mondial. Mais comment se choisit ce gouvernement? C'est ça qu'il faut. Ça peut être un outil très bénéfique, mais ça peut être aussi très effrayant. Ça dépend qui va prendre le contrôle de ce gouvernement mondial. Donc, il faut s'assurer que ce soit des gens bienveillants. Et là, tel que c'est parti, c'est pas sûr. Donc, dans le message des Elohim, il recommande la formation d'un gouvernement mondial géniocrate où on met les personnes les plus compétentes, les plus intelligentes à gouverner, et il faut sélectionner de façon scientifique les personnes les plus compétentes, se choisir démocratiquement parmi les personnes les plus compétentes, qu'on appellerait peut-être les génies, pour former ce gouvernement mondial. Et puis ce système de gouvernement, on appellerait ça la géniocratie. Donc ça, c'est une des recommandations importantes pour ce gouvernement mondial, qui va permettre aussi la redistribution des richesses au niveau de la planète et ce partage au niveau de la planète, parce que c'est une des premières choses toi qui es africain en Afrique, là, c'est une des premières choses à faire, c'est de reniveler ceux qui ont tout, parce qu'à un certain moment ils ont colonisé une partie du monde, ont récupéré la plupart des richesses, et puis il faut redistribuer les richesses tout autour de la planète. Donc ça sera possible avec un gouvernement mondial de personnes bienveillantes. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter avec un haut niveau humanitariste, parce que l'intelligence ne fait pas tout. Il faut aussi une grande fondation d'amour, et pour l'instant, ceux qui nous gouvernent, ils sont peut-être plus ou moins intelligents, je ne sais pas, mais il n'y a pas d'amour. Donc c'est un des critères importants, il y a l'intelligence, à mon sens, et il y a le haut niveau d'humanitarisme. Non? Ça pourrait s'appeler la sagesse. L'intelligence et l'amour, c'est une forme de sagesse. Ou l'humanitarisme. Il faut l'humanitarisme. Il faut mettre les plus sages. Il faut être gouverné par les plus sages, les plus visionnaires, positivement visionnaires. Mais ça va se mettre en place parce que on a les outils technologiques, on aura les outils pour sélectionner les meilleurs bientôt. On pourrait le faire tout de suite, hein. Déjà, on peut sélectionner les menteurs. On pourrait très vite faire des machines à détecter les mensonges. Alors là, ça serait 90% des politiciens qui seraient déjà au chômage. Out. Et on pourrait se choisir. Déjà ça, c'est le premier critère. Donc la technologie va nous aider à mettre en place les gens compétents. Hein. On va savoir en étudiant le cerveau quels sont les plus brillants, quels sont ceux qui pourront penser peut-être différemment que les autres, mais qui pourront nous élever. Tu vois, il faut mettre des gens, il faut se choisir des guides qui peuvent élever l'humanité. Et ça peut se déterminer scientifiquement. Et après, on peut les choisir parmi eux. Donc, il faut sélectionner de façon scientifique nos dirigeants. Voilà. Ça serait une des premières choses à faire aussi, pour être sûr que ce gouvernement mondial, qui est nécessaire, soit bienveillant. Jarel, on me dit justement sur le chat, on me parle plutôt de guidance plutôt que de gouvernance finalement. Qu'en dites-vous? Ah oui, c'est un mot plus juste, parce que la guidance, la gouvernance, c'est quelqu'un qui a autorité sur vous et qui vous dit ce qu'il faut faire. Et il faut faire l'inverse de ça, il faut rendre des gens autonomes et responsables.
Et quand tu les rends responsables, eh bien, ils peuvent très bien se gouverner eux-mêmes. Mais on peut les guider, on peut leur proposer des choix, leur faire proposer des choix. Et c'est comme ça que qu'on va construire la prochaine société, le paradisme. Il n'y a pas de gouvernement dans le paradisme, il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a que des gens responsables et autonomes. Mais eh ben, ils se choisissent leur style de vie, là, ils se mettent entre eux en fonction de leur affinité, et puis ils se choisissent leurs propres règles. Ils peuvent toujours avoir des règles, mais ce sont des règles qu'ils se choisissent entre eux. Et puis s'ils peuvent pas vivre ensemble, eh ben, ils vivent séparément, mais ils vivront libres. La prochaine société, ça doit être une société libre, faite où on optimise, où on maximise, on optimise la liberté et la souveraineté des individus. Donc, effectivement, oui, la guidance, ça serait un meilleur mot pour. On parle de gouvernement mondial, mais il faudrait plutôt dire que ça serait un conseil de. Les Elohim parlent de collège de guidance. Un collège, voilà, un collège de guidance. C'est un collège de guidance. Là, actuellement, ce que vous êtes en train de développer tous les deux, là, c'est la notion aussi dans cette notion de partage, c'est que la planète Terre va aussi se remodeler dans un nouveau partage, parce que les nationalismes, les choses comme ça, sont appelés avec toutes les progrès qui vont arriver, la mondialisation du progrès et des échanges, du partage, va certainement aussi amener une abolition de ces choses terribles qu'on ne voit pas de l'espace, à la frontière, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, là, à ce niveau-là? Les frontières nationales et autres, ça va disparaître automatiquement dans le temps. Il va se structurer. Tu viens d'évoquer quelque chose, Jarel, qui, à mon avis, va se produire. Je ne sais pas si je me trompe, mais il y a la spontanéité de rassemblement des gens par affinité, qui pourra faire des régions et des choses comme cela, je pense. Oui, ça sera des fédérations. On va se fédérer. Il y aura la liberté de circulation, il n'y aura plus besoin de passeport, c'est ridicule, et les gens pourront vivre où ils ont envie de vivre, ils vont se regrouper entre eux par affinité, mais ils auront leurs règles, hein. Chacun va se choisir ses propres règles. Tu vois, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes goûts, les mêmes façons de vivre. Il y a une infinité de façons de vivre possible. Donc, les gens se regrouperont en fonction du style de vie qu'ils ont envie d'adopter. Et bon, c'est pas une question de frontières là, c'est une question de choisir sa tribu, si tu veux. Ça sera peut-être un peu la meilleure analogie, ça sera ces sociétés tribales, mais où on pourrait se choisir sa tribu. À partir d'un certain âge, on quitte sa tribu pour choisir celle qui nous convient le mieux. Et puis, cette tribu, elle peut être nomade, elle peut vivre partout. Ça sera intéressant, un pays sans frontières. Pourquoi on a des frontières? C'est juste des frontières économiques. Parce que c'est ça, c'est pour préserver, c'est une frontière où il y a des échanges économiques qui se passent entre les frontières, et il y a une monnaie, et à partir du moment où la monnaie devient la monnaie des autres pays voisins, les pays s'unissent pour former des entités plus grandes, et puis en formant la monnaie unique, on va unir les peuples, et on n'aura plus besoin de ces frontières économiques, on n'aura plus besoin d'armées, et donc les frontières vont disparaître avec le partage. Ben voilà, en partageant l'économie, on va se faire une économie mondiale, et ça va faire en sorte que il y aura plus besoin de frontières. Alors, on va regarder justement une vidéo du Maitreya Raël qui concerne une étape importante, c'est la disparition de l'argent et donc la nécessité d'en finir avec cette monnaie. Even money is an illusion. Who has a 10,000 yen bill here? Somebody has? Amicio, you have one?
Yeah, Michio is rich. $100, huh? 10,000 yen. 100ドルぐらいですね、1万円。 What is it? これは何ですか？ Paper. Paper. But it's written 10,000. でも1万円って書いてあるんです。 You can take a piece of shit もうこれはただのクソのような紙ですが、 and write 10,000 on it. そして1万円と書かれているだけなんです。 How much does it cost to make one bill of 10,000 yen? この1万円札を作るのにどのくらいのお金かかると思いますか？ Less than 1 yen. もう1円もかからないんです。 It costs less than 1 yen to print. それをプリントするのに1円以下しかかからないんです。 But they write 10,000. でも1万円と書いてある。 Illusion. 幻想です。 Merci, Michio. Or maybe I keep. And this is for everything. これは全てにおいて言えるんです。 Debt. Everybody talk about debt. みんな借金について話してますか？ The national debt of Japan, of America, of France. 国際フランスや日本やそういう国際について話してるんです。 To make you afraid. みんなを恐れるように。 Debt to who? 誰の責任なんでしょうか？ At the source, at the origin of debt? その負債のオリジナル元は誰が与えたんでしょうか？ Banks. 銀行です。 What do they do, banks? 銀行では何をしてるんですか？ They print 10,000 yen. 1万円を形して、 They print a big amount of money たくさんのお金を印刷して、 and they lend to governments. で線路に貸すんです。 And then they say, you owe us そうすると、ちゃんと返すお金があるよっていうんです。 plus interest. そして利息もつけてですね。 And with that, they buy Rolls Royce. そうやって彼らはロールスロイスを買います。 If you need money, あなたがお金が必要な時は、 during the night, I will write many bill of 1,000 yen and I give it to you. I say, wait a minute, you will give me back 11,000. 10万円、1万円のお金を貸して、もう1万1000円返せよって言うんです。 This is the system you are in. あなたが今使っているシステムなんです、これは。 A long time ago, 昔は、 money お金は was real money. 本当のお金だったんです。 Gold, 金です。 silver, 銀とか、 not a paper. 紙ではなかったんです。 This is a joke. これはもう冗談みたいです。 But you are trapped inside. でもあなたそれでも罠にかかってるんですね。 You live in this illusion. これが幻想なんです。 And to trap you more, その幻想を読まなくちゃいけないんですね。もう一つ罠にかからないために。 banks created something genius, very intelligent. もう銀行は天才的なものを作り出したんです。 Credit, それは信用カード、 credit cards. 信用なんですね、カードを They lend you money お金を貸す。 so you can buy a beautiful house, そして人が美しい家を買えるように。 but you pay back the bank every month でも毎月その銀行に返さなくちゃいけない。 for 35 years. 35年間も This is credit. これが信用。 And when you calculate the total amount of money, で、そのトータルなお金を支払う金額を計算すると、 if you buy a beautiful house, $1 million, 100万円で、100万ドルでその家を買えたとしたら、 you pay $2 million. 200万ドルでドルを払っていることになります。 On 35 years, その35年がかけてですよ。 where goes the extra $1 million? その余った100万ドルはどこに行くんですか？ In the pocket of the bankers. その銀行家のポケットに入るわけです。 This is a crazy system to enslave you. これは奴隷化するための狂ったシステムになります。 People say, we are happy, there is no more slavery on earth. 地球上ではもう奴隷制度はなくなったので、もう幸せだという人々はいるんですが、 If you have anything bought with credit, you are a slave. でも信用を使ってですね、何かを
You don't have chain like the black people a few years ago. もう何年も、何年前にですね、もう黒人の人たちがその鎖で縛られているような鎖は見えなくても、 Your chain is called credit card. あなたのチェーンは信用というふうに呼びます。This is the reality of every day. これが毎日の現実です。 Free yourself from slavery. 自分を奴隷から自由にしてください。 Don't fall in the trap. この Et voilà, l'heure tourne. Nous sommes arrivés donc à la fin de ce sujet. Oui, le prophète nous met bien le doigt sur le i là, et précise bien que quelque part on est bien prisonnier donc de ce système, un système qui est à changer. Les Elohim nous offrent plein de belles voies de futur. À nous d'entendre le message qu'il donne, de comprendre l'héritage qu'il nous apporte philosophiquement sur ce plan-là. Quelle conclusion on pourrait encore donner sur ce thème du partage? Je vous laisse la parole à tous les deux. Bien, la société du futur sera une société qui sera vraiment un paradis. Et pour entrer au paradis, bien, il faut être dans l'amour. Et quand on est dans l'amour, on partage. Et partager, c'est donner de l'amour. Et on ne peut qu'accéder du paradis que si on est prêt à partager et donner de l'amour. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est peut-être été écrit dans les livres. Pour entrer au paradis, il faut vivre dans l'amour. Et bien voilà, c'est ça. Faut maintenant être prêt à partager. Et si on partage, on va pouvoir accéder à cette société d'abondance qu'on appelle le paradisme et qui est une société paradisiaque. Amanda, de ton côté? Pour ma part, ce que je peux dire, c'est que nous avons reçu un fantastique message des Elohim qui nous ont fait cadeau de leur héritage philosophique. Et nous, en tant qu'Israéliens, nous partageons cet héritage philosophique des Elohim à travers cette émission que je tiens à féliciter et à remercier. Donc, c'est un acte d'amour que nous faisons actuellement. Le fait de partager cette information déjà. Donc, le partage, il est aussi physique que spirituel, que voilà. Donc, nous partageons déjà les idées de Maitreya. Donc, c'est des actes d'amour que nous sommes en train de faire. L'humanité n'a pas le choix. Nous sommes, le Maitreya le dit chaque fois, nous sommes maintenant face à un mur où les décisions que nous allons prendre maintenant vont nous faciliter notre entrée dans l'âge d'or, peut-être sans violence. Mais de toute façon, le bébé doit naître ou mourir. Donc, à nous de faire les bons choix au bon moment et ensemble. Et je pense que nous sommes véritablement à l'époque, à l'heure et le temps, toutes les conditions sont réunies maintenant pour que les décisions soient prises par ceux qui ont la chance peut-être d'être dans des grandes sphères de décision, mais il faut que les décisions soient prises maintenant pour éviter le pire. C'est ce que je peux dire. Et bien justement, Kamanda, pour partager tout ton amour, est-ce que tu veux nous faire la méditation pour la paix? Merci Marilyn. On va essayer de prendre une position assez confortable et puis relâcher l'ensemble de nos muscles, nos épaules qui vont se relâcher. Et puis visualiser sur notre écran mental les mots paix qui apparaissent sur notre écran mental. Tout vêtu d'or, de couleur, les mots paix qui apparaissent sur notre écran mental. Et nous visualisons la paix. Le mot paix. Paix. Et ces ondes de paix sur notre écran mental vont se diffuser à l'instant même sur l'ensemble de la planète Terre. Nous ressentons comme une baisse de tension. Nous ressentons la Terre devenir de plus en plus calme, de plus en plus apaisée. Nos ondes d'amour inondent à l'instant l'ensemble des êtres humains
présent sur cette terre et on le ressent. Tout devient plus calme, plus paisible. Sur notre écran mental, on visualise l'ensemble de la population mondiale, les 8 milliards d'êtres humains, maintenant en train de penser au mot paix. Maintenant, toute la population mondiale pense au mot paix. Et ces vibrations de paix inondent toute la planète Terre. On peut ressentir ces vibrations de paix dans le lointain. Toute la Terre devient harmonieuse, en paix. Très doucement, on va garder cette énergie de paix en nous, et chacun à son rythme pourra ouvrir les yeux et garder cette sensation de paix universelle. Merci. Merci Kamanda. Voici à la fin de l'épisode 2 de l'héritage des Elohim. Nous avons parlé de partage. Premier épisode, nous avons parlé d'héritage. Donc si vous voulez revoir ces émissions, elles seront diffusées sur notre chaîne Tout là-haut dans le ciel. Merci Kamanda, merci Jarel. Pour en savoir plus sur la philosophie raélienne et sur les activités raéliennes, conférence à Bordeaux, samedi 25 mars à 17 h. Et bien sûr, retrouvez toutes les informations sur rael.org.